Bonjour, bienvenue dans cette entrevue spéciale avec Thierry Cabil et Christian Cotten pour connaître les suites de l'affaire. Donc, affaire, vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur le compte parce qu'on va pas réexpliquer encore aujourd'hui toute l'affaire, mais on va plutôt expliquer les dénouements de cette affaire et la suite. Alors, bonsoir à vous, bienvenue. Bonsoir Patrick. Bienvenue. Bonsoir, Ah, voilà, le micro bien prêt parce qu'après il y a les Bonsoir Patrick. Bonsoir Patrick. Voilà, le micro est bien prêt. Alors, expliquez-nous Thierry Christian, où est-ce qu'on en est en fait dans cette fameuse affaire. Alors, comme j'ai dit, les gens suivront, hein, tout le reste, on va pas tout réexpliquer. Oui, vous pouvez, voilà, c'est pas possible. Voilà, il faut expliquer. Allons directement à la nouveauté. Alors, où en sommes-nous? Nous n'en sommes pas encore au dénouement. Oui, mais oui, bien sûr. Nous pouvons penser qu'il va finir par arriver. Si je résume un tout petit peu quand même les étapes juridiques précédentes, nous avions assigné il y a quelques années de ça en arrière l'agent judiciaire de l'État au civil, puis nous avons poursuivi le représentant de l'État, en l'occurrence à l'époque un certain Jean Maillat, au pénal. Nous avons été déboutés sur ces deux affaires, sur ces deux procédures, au motif qu'il y aurait prescription. Prescription intenable, mais ça a été le motif invoqué. Nous avons ouvert 2 pourvois en cassation, avec un avocat en cassation tout à fait compétent. Je garde son anonymat pour l'instant, mais effectivement c'est quelqu'un de tout à fait compétent, qui se sent très sûr de lui dans la démarche qu'il entreprend, dans les conclusions qu'il va remettre, le mémoire qu'il va remettre à la Cour de cassation, tout simplement parce que effectivement la décision de la Cour d'appel de Paris qui nous a déboutés suite à l'audience du mois de juin dernier, au civil en particulier, ne tient pas la route. Elle ne tient pas la route au regard des faits. Alors ça c'est une chose. Parallèlement à cela, nous avions entrepris avec Thierry l'année dernière, au mois d'avril, nous avions tourné une vidéo à cette occasion d'ailleurs, nous avions entrepris de citer à comparaître en correctionnel le maire de Gonesse, Jean-Pierre Blazy. Cette vidéo nous a coûté beaucoup d'ennuis, dans le sens où nous avons fait l'objet de 2 procédures pour atteinte à la présomption d'innocence de M. Blazy, puisque nous avons dit les choses de manière très carrée, effectivement, avant même qu'un procès ait lieu. Et nous avons donc été poursuivis au civil pour commencer. La procédure était centrée sur moi. Une seconde procédure également a été ouverte au pénal pour, en substance, en simplifiant les choses, pour diffamation. Les choses deviennent intéressantes. La première procédure a abouti effectivement à ma condamnation à quelques milliers d'euros d'amende, de frais, etc., que je m'emploierais de toute façon à ne pas payer, et à l'injonction de retirer la vidéo que tu as réalisée, pour laquelle tu n'as pas été poursuivi. Non, fort heureusement. Ça ne t'intéressait pas. Alors qu'il aurait pu le faire en même temps d'ailleurs, mais peu importe. Alors j'ai retiré ta vidéo de mon site Facebook et je l'ai retirée de mon site YouTube. Mais comme me l'a fait remarquer l'avocat de M. Blazy lors de notre dernière audience, traîne encore sur ma page Facebook quelque part un lien vers ton site. Mais ce n'est qu'un lien. La vidéo est toujours là finalement sur Internet. Mais pas chez moi. Bon, ça leur fait plaisir, ça ne change rien. La deuxième procédure a été beaucoup plus intéressante, la procédure en diffamation contre Thierry et contre moi. Nous avons eu une audience au fond le 17 janvier. Et là, Thierry va compléter tout à l'heure mon propos, je vais tâcher d'aller un peu plus vite. Je ne préjuge pas à l'avance de la décision du tribunal, et j'ai envie de dire, ça m'est égal, quoi qu'il se passe, quelle que soit la décision, l'audience qui a eu lieu ce jour-là a été déterminante, dans la mesure où nous avons eu le sentiment que l'institution judiciaire, pour la première fois, et tout particulièrement parce que cela se passait à Pontoise, qui est quand même un tribunal complètement concerné dans l'affaire de Thierry depuis le début de l'histoire, l'institution judiciaire était en train de discrètement changer son fusil d'épaule.
Pourquoi je dis cela? Tout simplement parce que c'est la première fois. C'est la première fois depuis, on va dire 20 ans, quasiment 20 ans, 18 ans et demi, 18 ans. C'est la première fois qu'un tribunal accepte que nous expliquions le détail, tout particulièrement des faux actes d'état civil établis par la mairie de Gonesse. Nous sommes allés loin dans le détail, dans les remarques concernant la typographie des actes, la mise en page des actes, bien entendu le nombre d'actes, à tel point qu'à un moment, la présidente a utilisé cette expression, enfin ce mot, de magouille dans l'état civil. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est elle. Il s'est passé deux, trois petites choses fort intéressantes. L'audience démarre par une observation de la présidente faisant remarquer à l'avocat de M. Blasi qu'elle n'a pas les pièces du dossier. Pourquoi ne les a-t-elle pas? C'est assez étrange. Moi, je les ai. À ma connaissance, elles avaient été transmises lors de la toute première audience qui avait eu lieu au mois de juillet, qui n'était pas une audience de fond, mais de simple procédure. Première remarque, je n'ai pas les pièces. Alors, je suis allé, dit-elle, me renseigner, m'informer, à tel point qu'un petit peu plus tard dans l'audience, elle va répondre à Thierry... à partir d'une observation, oui, monsieur, je suis parfaitement informé, j'ai le livre. En pleine audience. En pleine audience. Je crois qu'effectivement, nous lui avions transmis, mais elle n'était pas obligée de faire cela. Et elle dit, oui, j'ai bien vu cette image du faux acte annulé, faux acte de décès de Madame Guéredra et tout ce qu'elle dit. Ce qui veut dire qu'elle a regardé des vidéos, forcément. Ce qui veut dire également qu'elle a commencé à comprendre que nous étions sur une poubelle et que cette poubelle devenait vraiment très puante. Ce qui fait qu'elle a interviewé Thierry, elle m'a interviewé pendant la phase que l'on appelle la phase d'instruction dans un procès en diffamation. Elle nous a interviewé longuement, à un point tel... Souviens-toi, Thierry, que l'avocat, à un moment, a protesté en disant « Et moi, Madame la Présidente, je suis là, j'existe, écoutez-moi ». C'était assez drôle. Au bout de plus d'une heure, quand même. Au bout d'une heure d'échange entre nous et la Présidente. Et, autre élément, autre anecdote, enfin, un moment intéressant de cette audience, lorsque l'avocat de M. Blasi, maître Lehmann, est intervenu, 2 points dans son argumentaire pour tenter de convaincre le tribunal qu'il convenait de nous condamner pour diffamation. En gros, ce sont des complotistes, enfin quelque chose de ce genre-là, propos de dénigrement parfaitement gratuit, qui m'a permis après de lui faire un petit recadrage culturel et intellectuel sur la notion de complotisme. Et puis, le seul et unique argument de défense, en quelque sorte, qu'il a face à nos accusations, sera de dire ce jour-là, mais Madame la Présidente, l'acte qui est visé comme faux, l'acte 90, l'acte 81 aussi visé comme faux, mais parlons de celui-là, l'acte 90 n'a aucune valeur juridique, il n'a aucune existence juridique, et d'ailleurs il n'a jamais été signé. Alors effectivement, quand on regarde la photo là, de l'acte qui est annulé, puisque cet acte a finalement été annulé, cet acte-là lui-même ne porte pas la signature de quiconque, il n'est signé que dans le bas de page pour un autre acte. Mais c'est là que c'est devenu très drôle, la présidente elle-même, qui avait nos pièces en main, sort la copie de l'acte 90 qui est sortie de l'ordinateur, donc c'est pas la copie photocopiée du registre, d'accord, c'est la copie qui sort de l'ordinateur, qui est celle qui a été remise en 2001 à Thierry comme acte authentique, qui a été enregistré ensuite sur le livret de famille et utilisé par Thierry dans toutes les démarches administratives qu'il avait à faire à ce moment-là. La présidente sort ce document et interpelle l'avocat, elle lui dit « Monsieur, regardons bien là, en bas, il y a bien le tampon de la mairie et puis une signature. » Et là, ce pauvre avocat, j'en étais navré pour lui, sincèrement,
se met à blêmir, verdir, bleuir, rougir, se décompose, bafouille. Et ah, mais je n'avais pas vu cette pièce, alors qu'il l'a depuis des mois, et que nous l'avons publiée 20 fois sur Internet. Ah, j'avais pas vu. Ah oui, ah, vous avez raison, oui. Et à partir de là, c'était terminé quelque part, parce que c'est là d'ailleurs, à ce moment-là, que la présidente a parlé de magouille. Parce que c'est devenu évident pour elle qu'il y avait vraiment un problème. Autre élément, et je te passe la parole, que tu racontes un peu de ton point de vue, la procureure elle-même n'a demandé aucune condamnation nous concernant. Ah oui. Se contentant de rappeler les critères de la bonne foi et en quelque sorte, tout comme l'a fait le tribunal d'ailleurs, nous encourageant à développer, à démontrer que nous étions de bonne foi. Ce que nous avons fait tranquillement en expliquant que, effectivement, tout le travail que nous avions fait répondait à un intérêt d'ordre général. La question des actes d'état civil, c'est un sujet d'ordre public, c'est fondamental dans le fonctionnement d'un état de droit. Observant que nous n'avions pas d'animosité particulière envers M. Blasi, pauvre homme, j'ai envie de dire, j'ai pas envie, enfin je veux dire, nous n'avons exprimé à aucun moment d'insulte particulière à son égard, nous l'avons mis face à ses responsabilités, ça oui, et le tout reposant sur une enquête sérieuse, fondée, à tel point d'ailleurs que Lehmann, avocat de Maître Blasi, dit oui, M. Cotten et Kabyle sont devenus enquêteurs de police, journalistes, avocats. C'était très drôle tout ça, parce que oui, ils sont vraiment gênés aux entournures. Nous avons remis en même temps que enfin au moment de l'audience, en même temps que nous racontions tout ça, nous avons remis au procureur et à la présidente, au tribunal, copie d'une citation directe qui est désormais dans les tuyaux, qui sera signifiée dans les prochains mois, dont la date de première audience de consignation est fixée au 11 juillet. Je donne rendez-vous à la chambre 13-2 du TGI de Paris le 11 juillet à 13h30, à tous ceux qui seront disponibles. Première audience où Thierry poursuit 5 personnes. 5 personnes, non plus seulement le maire de Blazy, comme nous avions fait l'année dernière, avec une citation qui a été déclarée irrecevable au mois d'octobre, parce que nous avions fait une petite erreur dans la formalisation, enfin le caractère formel de la procédure. Au lieu de poursuivre seulement M. Blazy, maire de Gonesse, nous poursuivons maintenant 5 personnes. 5 personnes. Je vais laisser la parole à Thierry pour qu'il raconte un petit peu de son point de vue l'audience, et puis si tu veux bien, on va revenir après sur cette citation, qui est une citation correctionnelle pour non-dénonciation de crime, avec toutes les preuves afférentes à cela. Et là, nous attaquons beaucoup plus fort, parce que ça suffit. Comme je l'ai dit en lui faisant observer que je m'autorisais à parler comme le président de la République, à un moment, Madame la Présidente, il faut savoir arrêter les conneries. Alors, enfin, ce que je voudrais faire quand même, c'est revenir un petit peu en arrière, malgré tout, parce que c'est vrai que même, c'est vrai que les personnes qui regardent pour la première fois, l'histoire, c'est quand même, c'est l'histoire de maman, donc qui est rentrée à l'hôpital de Gonesse pour une simple douleur au mollet, qu'on a retrouvée dans une pièce, je rappelle, avec du sang sur les murs, sur les plafonds, comme si c'était battu dans cette pièce. À l'issue de ça, on avait demandé donc une autopsie, on a falsifié cette autopsie en mettant le cadavre de quelqu'un d'autre. Et on a dû donc exhumer ce corps parce que, effectivement, le rapport d'autopsie décrivait une personne qui n'était pas du tout celle de notre maman. Pour découvrir longtemps après qu'au final, cette autopsie, effectivement, que ça ne pouvait pas être la sienne, puisque 2 corps s'étaient déplacés le 19 février 2001 pour être autopsiés le 16 février 2001. Ce qui est impossible, on ne peut pas remonter le temps. Et donc, je rappelle ces éléments parce que c'est toujours et à chaque fois la même rengaine, c'est que l'avocat donc de la partie adverse, en l'occurrence, donc là c'était l'avocat de M. Blazy, ils ont toujours vraiment cette fâcheuse habitude de vouloir nous dénigrer, faire en sorte, nous montrer comme des personnes qui sont tenaces, un peu malades mentalement. Oui, c'est ça, des espèces de fous. On résiste, mais on se dit, mais pourquoi résiste-t-il? Comme je vous l'ai expliqué, je résiste parce que jusqu'à l'heure, on n'a eu aucune réponse valable dans ce parcours. Et s'il est capable de me dire comment on peut déplacer 2 corps le 19 février
avec deux corps qui ont la même identité, pour une autopsie le 16 février 2001, ben, qui m'explique et qui me donne une démonstration, chose qu'il est incapable de faire. Donc pour moi c'est important. Et effectivement, donc, comme disait Christian, on a vécu pour la première fois dans une audience quelque chose d'assez exceptionnel, c'est qu'on a eu une écoute. C'est surprenant, une écoute très particulière, très attentive, des questions vraiment qui montraient de l'intérêt. Et surtout, effectivement, à l'issue, en tout cas de cette audience, le procureur, pour la première fois également, n'a demandé aucune sanction, ce qui m'a relativement surpris, mais qui n'a pas surpris, en tout cas, la personne qui s'occupe donc de la partie de cassation, l'avocat, que j'avais eu au téléphone, qui m'a dit que ça ne surprend pas que le déroulement et le fait qu'aucune sanction nous ait été demandée. Parce qu'en effet, les 3 actes d'état civil que nous dénonçons aujourd'hui, c'est quelque chose qui touche l'ensemble des citoyens français, mais vraiment l'ensemble. Et je tiens vraiment à le préciser parce que il y a des choses, c'est marrant d'ailleurs, parce que c'est vrai quand on dit aux gens quels sont vos 5 sens, eh ben, on aura du mal à les dire avec vraiment une spontanéité. Et quand on parle d'état civil, alors que tous les jours on l'utilise, c'est une des parties, je trouve, les plus complexes à expliquer. Pourtant, tous les jours on l'utilise. Et je m'en suis rendu compte parce que l'avocat, qui était très sûr de lui, extrêmement sûr de lui, je pense qu'il a pris une claque parce qu'il est, comme la majorité des gens, on utilise l'état civil, on pense que c'est une partie simple et qu'on va pouvoir facilement démonter la situation avec du droit pénal ou du droit administratif, alors que là c'est un droit bien particulier et il faut vraiment prendre connaissance de l'Y pour pouvoir dire ce qui peut se faire et ce qui ne peut pas se faire. Et il a été surpris parce qu'effectivement, quand il a dit que cette pièce, en particulier l'acte 90, était un acte, pour lui en tout cas, il disait que c'était il a utilisé le terme, oui, mais il a utilisé le terme d'un projet. Alors ça, c'était un terme extrêmement fort, enfin en tout cas de la bouche d'un avocat, le terme de projet. Et effectivement, projet, pour moi, c'est quelque chose, c'est une façon d'anticiper quelque chose dans le temps. C'est-à-dire que je vais prévoir quelque chose, je vais donc l'organiser, mais pour quelque chose qui aura lieu dans 1 an, dans 2 ans, dans une semaine, mais ce n'est pas forcément dans l'instant. Or, le terme projet, surtout de la bouche d'un avocat, les mots ont du poids et ont du sens quand c'est un avocat qui l'exprime. Et là, de mon point de vue, je l'ai perçu comme étant un aveu. Et pourquoi un aveu? Parce que, effectivement, donc c'est les termes qu'il a repris de M. Blasi, mais c'est également les termes qui nous ont été transmis quand Adama Traoré s'est déplacé lors d'un rendez-vous pour avoir des explications sur ces 3 actes, et les mêmes termes lui ont été donc présentés. On a parlé également de projet. Un projet qui n'aurait pas été signé. Un projet, c'est un acte donc, que j'aurais reçu, mais qui est une erreur, et une pure erreur de la part donc, de l'officier d'état civil, qui donc m'aurait donné cette pièce, mais par inadvertance. Or, aujourd'hui, pour moi, le mot projet, pourquoi je le qualifie comme étant un aveu? Tout simplement parce que l'acte 81, il a été dressé le 14 février 2001. Or, le capitaine Humblot de police, et c'est pour ça d'ailleurs que au mois de juillet, le 11 juillet, elle sera donc, elle fera partie des prévenus, elle est citée, parce que la plainte que nous avons déposée, elle avait été déposée donc le 16 février 2001. Et donc c'est au moment où la plainte a été déposée que cette dame, que ce capitaine de police, rentre dans le dossier. Et on a du mal à comprendre qu'elle est saisie du dossier à partir du 16 février 2001 et qu'elle signe un acte le 14 février 2001. C'est-à-dire que là, on peut comprendre le terme de projet.
C'est-à-dire qu'elle a établi un acte avant même qu'elle soit saisie d'un dossier. Elle n'est pas Madame Irma, elle n'est pas voyante, elle n'a pas des dons de voyante, en tout cas je ne pense pas. Mais là, il faut vraiment avoir des dons très particuliers pour signer un dossier avant même qu'elle en soit saisie. Comment elle pouvait prévoir qu'elle serait saisie de ce dossier? Comment elle pouvait signer un dossier avant même qu'elle en soit saisie? Pire, c'est que cette dame, lors d'un PV, un procès verbal qu'elle a donc rédigé elle-même, elle précise que le professeur, enfin le docteur Parer, médecin légiste, lui a remis un acte de décès, une déclaration de décès qui lui a été remis donc le 20 février 2001. Et je précise, c'est pour ça que le terme projet, moi, m'a interpellé et me dérange fortement, parce qu'il ne peut pas y avoir de projet dans un acte d'état civil. Parce que ce qui va déclencher un acte d'état civil, c'est soit le certificat de naissance d'un médecin, et donc il faut bien le certificat de naissance, et c'est ça qui va permettre d'obtenir un acte de naissance et de l'établir, soit, en l'occurrence, dans ce qui nous concerne un décès, c'est le certificat de décès qui va donc déclencher l'acte d'état civil. Et comme elle l'a reçu le 20, ce certificat de décès du médecin Parer, elle ne pouvait pas le dresser le 14 février 2001. C'était impossible. Et donc là, c'est là où on rentre vraiment dans du faux. Et du faux, et plus que du faux en écriture publique. Et ça, c'est formidable. Parce que là, on peut comprendre vraiment le terme projet. Alors, j'étais triste pour l'avocat de Blasi, parce que je pense qu'il était de bonne foi, ce monsieur. Et je suis même convaincu qu'il était de bonne foi, parce qu'effectivement, quand la juge lui a fait remarquer que le terme de projet, voilà, elle n'est pas venue dessus, mais que son projet n'était pas signé, et entre parenthèses, l'acte, parce que ce qu'il appelle projet, c'était l'acte d'état civil, elle lui dit, c'est signé. Et là, il la reprend en disant, non, madame le juge, c'est pas signé. Et elle lui dit, venez voir, parce que là, je sais quand même ce que c'est qu'une signature. Donc, il vient, il se déplace, et là, elle lui montre le document, et il lui dit surtout, je ne connais pas ce document. Et là, tout le monde est surpris, on dit, comment ça, vous ne connaissez pas le document? Vous n'avez pas le document? Et il dit, non, j'ai pas le document. Il retourne à sa place, il récupère un document, et il ramène un document au juge, et quand j'ai vu ce document de loin, je l'ai reconnu. C'est le document qu'on a voulu me donner dès le début. À savoir, au niveau du registre qui est là, ils avaient mis tout simplement une page blanche en bas, et ils voulaient me faire une copie de ça. Mais en me faisant une copie de ça, il n'y avait pas les signatures, on ne voyait rien de ce qu'il y a en bas, et on ne voyait pas non plus le mot Gonesse dedans. Donc moi j'avais refusé ce document, et j'avais demandé à l'officier d'état civil, puisque le registre est là, le document que vous me donnez, qui pour moi n'est pas officiel, n'a pas de signature, n'a rien, je n'en veux pas. Donc je me suis saisi du registre, et j'ai pris des photos de ce registre qui a permis donc de faire la couverture de ce livre. Et également, qui a permis également d'organiser notre défense. Parce que je me dis aujourd'hui, si je n'avais pas eu le réflexe de photographier ce registre, je pense qu'aujourd'hui, ils auraient eu toute la facilité, tout l'intérêt de falsifier ce registre. Aujourd'hui, même s'ils falsifiaient le registre, j'ai la preuve de ce qui s'est passé dans ce registre. Et j'ai la preuve que le registre, c'est celui-là et c'est pas un autre. Donc, ça c'est important, c'est vrai. Et pour moi, c'est très important, cette partie-là, on tient ce que tu as à dire, c'est très important pour moi parce que le fait d'avoir cet élément-là, et de voir que l'avocat, qui pour moi était de bonne foi, est revenu avec le document qu'on a voulu me donner, donc je comprends à quel point c'était un document qui allait me manipuler dans le temps. C'est-à-dire que de la même façon dont ils ont manipulé l'avocat, c'est de la même façon dont ils souhaitaient me manipuler, et c'est la même façon dont ils souhaitaient également manipuler le jury, le juge et toute sa cour. Mais il se trouve que là, nous avions les bonnes pièces et nous avions les bonnes explications avec Christian. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, que la juge a employé le terme magouille. Parce que là, il n'y a pas d'autre terme. On ne peut pas parler autre chose que de magouille quand on voit que l'avocat, parce que je pense qu'elle a compris,
et que cet avocat a été manipulé. On lui a donné des pièces qui n'ont rien à voir avec la réalité des faits. On a caché une partie. Et pourquoi je dis c'est manipulé? Parce que s'il ne voulait pas manipuler, il lui aurait donné la totalité de la pièce. Mais si on lui donne qu'une partie, ça montre bien que l'autre partie est gênante. Gênante, ouais. Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Et donc ils lui ont donné qu'une partie. Et je pense que la méconnaissance de cet avocat sur l'Y et la confiance qu'il avait donc de Blasy l'ont conduit à une forme d'échec quelque part. Parce qu'effectivement, et puis en plus je pense son assurance, parce qu'il s'est dit, moi je suis avocat, il y a deux loustiques qui sont en face de moi, ils n'ont pas d'avocat, donc je vais leur donner une leçon. Je pense qu'il est parti sur ça. Or, la malchance pour lui, c'est que nous on avait une connaissance très forte de l'Y. Tu peux définir vite fait, et l'Y, rappelle. Alors l'Y, je vais laisser Christian en parler de l'Y. L'Y, c'est instruction générale relative à l'état civil. C'est une Bible de 400 pages qui regroupe l'ensemble des articles, soit du Code civil, soit du Code pénal, soit d'autres décrets et réglementations diverses. C'est une Bible donc de 400 pages environ qui regroupe l'ensemble de toutes les instructions données à tous les officiers d'état civil de France et de Navarre pour l'établissement, la tenue, la conservation des registres d'état civil. Et c'est extrêmement détaillé, puisqu'on va quasiment trouver dans l'Y la taille de la typographie et la qualité du papier qui doit être utilisé pour les registres, sachant que les registres d'état civil doivent être contrôlés par le procureur. Et c'est là que je reviens à la citation dont je parlais tout à l'heure. C'est là-dessus que je voudrais qu'on donne quelques explications. Cette citation concerne 5 personnes. Le maire de Gonesse, M. Blasy, parce qu'il est juridiquement responsable de la tenue de l'état civil depuis 2001. Il est mis face à l'évidence d'un crime de faux en écriture publique, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, et que cela vaut, en théorie, 15 ans de prison et beaucoup d'argent d'amende. Il est mis en évidence devant cela. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas connaissance qu'il ait porté plainte contre les auteurs effectifs de la réalisation des faux. Je peux supposer que ce n'est pas lui qui a écrit les faux, mais c'est à lui de savoir qui les a écrits à l'époque. Il peut le savoir, il a les informations. Je n'ai pas connaissance qu'il ait porté plainte. L'autre avocat, Stéphane Alémo, auquel nous avons eu affaire du même cabinet que Maître Lehmann, me disait à l'époque, ah oui, mais maintenant il y a prescription, etc. Ce qui est complètement faux. Un crime, c'est 20 ans de prescription. Ensuite de cela, le crime de faux, nous ne l'avons découvert, non pas en 2001, mais en 2014. Nous sommes en 2017, il n'y a strictement aucune prescription. Et donc le maire de Gonesse aurait pu, d'ores et déjà, porter plainte pour obtenir une instruction sérieuse. Ça n'a pas été fait. La deuxième personne que nous poursuivons, c'est Madame Elisabeth Humblot, commandant de police aujourd'hui, officier de police judiciaire, qui travaille à la direction de la protection de la population à Paris. Ce n'est pas un service directement policier, mais qui embauche, enfin qui utilise les services de fonctionnaires de police. Et cette personne, comme l'a dit Thierry, est le déclarant officiel sur l'acte, non pas 90, nous parlons tout de suite, mais sur l'acte 81, établi officiellement le 14, en réalité plus tard. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quelqu'un d'autre a déclaré effectivement le décès le 14. Sinon, l'acte 81 n'aurait pas été enregistré par l'ordinateur, le 14. Il y a bien eu un enregistrement. Mais il n'y a pas eu l'enregistrement du nom du déclarant, puisque le nom du déclarant qui arrive, c'est celui de Madame Humblot, qui, comme Thierry l'a fait observer tout à l'heure, n'arrive dans le dossier que le 16. Donc on a aussi un faux majeur là, avec la complicité de cet officier de police, parce qu'elle ne pouvait pas ignorer qu'elle n'était pas la première déclarante. C'est impossible. Elle savait bien qu'elle n'était pas là le 14. Donc nous la poursuivons, elle aussi, pour non-dénonciation de crime. Ça fait partie de son métier de repérer ce genre de choses, qui est tellement grossière que... Elle était informée d'ailleurs depuis, bien sûr. Oui, bien entendu. Elle a signé quand même deux. Elle a signé 90-81, et là quand même, en signant deux, il y a
Le fait qu'elle signe quand même 2 actes, Je te le rends pas. le fait qu'elle signe l'acte 90 et l'acte 81, c'est déjà un problème en Oui, soi. bien sûr. Et déjà là, elle aurait dû réagir. Elle est quand même au courant de la procédure administrative. Et à chaque fois qu'il y a une personne qui décède, ne serait-ce que sur la route, hein, donc sur la voie publique, on peut comprendre également l'intervention du médecin légiste, parce que ça marche ensemble, le médecin légiste, le capitaine, parce que si le médecin légiste dit que cette personne est morte, disons que c'est criminel, donc tout de suite une enquête est engagée, et c'est là le rôle du capitaine de police. Et c'est pour ça qu'elle est présente. Mais je rappelle que ma maman est morte dans un hôpital public. Et donc, le fait qu'elle est morte dans un hôpital public, il ne pouvait pas y avoir de médecin légiste dans cette histoire. C'est pas lui qui aurait dû faire le certificat de décès. C'est le médecin de l'hôpital, du service. Et absolument pas le médecin. Et d'ailleurs, l'expert en droit funéraire, qui est Jean-Luc Bringuier, a souligné cet aspect-là. Pardonne-moi, parce que je veux finir mes 5 personnages. Mais tu as raison. Le maire, l'agent de police, c'est un film, hein, c'est un polar qu'on nous sommes en train d'écrire. Troisième personnage, le directeur de la société Arpège, hein, monsieur Bruno Berthélémé, qui est venu témoigner à une des dernières audiences de nos affaires devant la cour d'appel de Paris au mois de septembre, et qui lui aussi a fait des déclarations qui ne tiennent pas trop bien la route, c'est le moins que je puisse dire. Et lui, nous le poursuivons tout simplement, là aussi pour non-dénonciation de crime, parce que ça fait des mois maintenant qu'il est au courant, et nous montrons que son logiciel ne répond pas aux critères et aux spécificités de l'Y, précisément. C'est-à-dire que c'est un logiciel qui est hors jeu au regard des règles de sécurité. Et ce qui est plus grave encore, c'est qu'il le sait, et qu'il l'a quasiment avoué devant la cour d'appel. Oui, puisqu'il dit... Et qu'il nous a pratiquement avoué que, oui, en gros, n'importe quel agent de mairie disposant des clés d'accès au logiciel peut, allez, en substance, je crois que je n'exagère même pas, peut faire n'importe quoi. N'importe quoi. C'est-à-dire produire n'importe quel acte de décès, de mariage, de divorce, de naissance, à volonté. Donc il y a un très gros bug du côté du logiciel en question, dont il faut rappeler qu'il est agréé par l'INSEE et par le Trésor public. Les deux. Et que ce logiciel-là en particulier, qui a quelques, qui a quelques concurrents plus petits, si je puis dire, ce logiciel gère la moitié des actes d'état civil français. Donc ça veut dire que nous sommes dans un pays qui est officiellement un état de droit, qui officiellement tient des registres d'état civil censés être précis, exacts et rigoureux, avec un logiciel qui permet de produire des faux comme l'on veut. Ouais. Donc là, nous sommes en train de poser un problème qui dépasse largement l'affaire Kabyle, parce qu'il concerne 65 millions de Français, qui ont tous un acte d'état civil, au minimum, l'acte de naissance. Ouais, bon. Troisième personnage que nous visons, là ça devient compliqué, ça devient délicat. Le procureur de Pontoise. Pourquoi le procureur de Pontoise? Parce que le parquet de Pontoise, depuis 2001, n'a pas fait son travail. Il n'a rien contrôlé de l'état civil de Gonesse, alors que c'est un article précis du Code civil. Pardonne-moi si je n'ai pas le numéro en tête dans l'instant, je crois que c'est l'article 34, peu importe. Il y a un article très simple du Code civil qui dit que le procureur est en charge du contrôle de la tenue des registres d'état civil. Le parquet de Pontoise n'a jamais rien fait de semblable. Le parquet de Pontoise a été parfaitement informé depuis bien longtemps que personne aujourd'hui ne sait où est le cercueil d'Eliane Kabyle. Enfin, personne. Si, il y a certainement quelques personnes qui le savent. Nous pas, en tout cas. Lorsque le cercueil a été extrait du sol en juin 2003, c'est-à-dire 2 ans et demi
1 an et demi, 2 ans. 2 ans et demi après. 2 ans et demi après le décès, le cercueil qui est sorti de terre n'était pas le cercueil de l'enterrement. Et ça, c'est prouvé par petit a, petit b, petit c, de A à Z. Le film de Courbet sur TF1 que tout le monde peut voir, qui date de 2010, c'est assez ancien maintenant, nous n'avions pas tous les éléments encore à l'époque, ce film montre très très bien, avec le témoignage des pompes funèbres, enfin d'agents, de vendeurs de cercueils, montre très bien qu'effectivement ce n'est pas le cercueil d'Eliane Kabyle. Nous poursuivons donc le procureur parce qu'il n'a pas fait son travail. Non seulement il n'a pas fait son travail, mais lorsqu'il y a eu 2 instructions successives sur le dossier de Kabyle, de Thierry Kabyle et d'Eliane, les réquisitions qui ont été faites par le procureur ont abouti à ce que les juges d'instruction rangent le dossier sans suite, et non seulement sans suite, mais en plus condamnent Thierry Kabyle à 15 000 € pour procédure abusive. Donc on a un parquet dont je peux dire en toute sérénité, et très gentiment et très calmement, qui, depuis 2001, se fout de la gueule du monde. Très clairement. Alors, le procureur actuel, je ne sais pas quelle est sa responsabilité personnelle directe, encore que ça fait quand même plusieurs mois qu'il est informé du dossier, et à ma connaissance, il n'a pas fait ouvrir d'enquête. Et il n'a pas désigné de juge d'instruction sur cette affaire. Donc il y a une responsabilité du parquet de Pontoise qui est là aussi très lourde pour, tout simplement, encore une fois, non-dénonciation de crime, Thierry. Je vais dire quelque chose parce que Je t'en prie, je t'en prie. Parce que par rapport à ce que tu es en train de Mais dire. j'ai pas fini. Hein. Oui, oui. Par rapport à ce que tu es en train de dire, ce qui est important, je t'en prie. c'est quand tu parles de leur responsabilité, ça me fait penser, parce que aujourd'hui, nous avons donc une actualité qui nous rattrape, c'est celle de Benalla. Et quand on revoit vraiment toute la procédure, ils ont parlé de l'article 40, qui engageait donc chaque haut fonctionnaire qui était donc au courant d'un crime de le dénoncer et d'engager une enquête. Et cet article, non seulement il a été mis en avant, mais il a été donc également, je pense, mis en application. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on retrouve dans ce dossier, on retrouve également donc 5 passeports qui ont été réalisés pour une personne, et on peut se poser beaucoup de questions sur ces 5 passeports. On pourrait savoir quand même quels sont les noms qui ont été utilisés sur les 5 passeports. Est-ce qu'on a la possibilité de voir les 5 passeports, voir vraiment s'ils sont tous au nom de Benalla? Et moi j'ai des doutes là-dessus. Franchement j'ai des doutes. Parce que je ne vois pas quel est l'intérêt d'avoir 5 passeports au même nom. Sans commentaire supplémentaire. J'y reviendrai peut-être un peu plus tard. Bah oui, parce que ce qui est terrible dans cette histoire, et qui moi me fait à un endroit hurler de rire, c'est que nous mettons le doigt sur des pratiques collectives qui sont mais radicalement hors jeu, quoi. Radicalement hors jeu. Je suis en train de lire un rapport, j'ai fait une petite parenthèse, je suis en train de lire un rapport de sociologue universitaire pointu, musclé, qui concerne les trafics de femmes, de drogue et d'autres produits dans la région de la Catalogne Nord et de Perpignan. Des Alpes, des Pyrénées-Orientales, au rapport où une des femmes qui a été interviewée par cette équipe de sociologues dans les années 2012-2014 dit tranquillement oui, nous étions dans une situation un peu difficile à telle époque, et puis finalement un de nos clients ou bien un des investisseurs dans les gros bordels espagnols installés à la frontière de la France, de l'autre côté de la frontière vers Perpignan, tel client, tel investisseur avait la capacité de nous fournir les bons papiers d'identité nous permettant de nous installer tranquillement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du côté de Perpignan, nous avons des officiers d'état civil qui sont capables de fournir de faux actes d'état civil. C'est ça que ça veut dire. Et là, ça échappe à l'entendement ordinaire d'un citoyen. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Comment c'est possible tout ça? Et il n'y a pas qu'à Perpignan.
Donc on a là effectivement une responsabilité très lourde d'un certain nombre d'acteurs de l'État au niveau des administrations, mais aussi de l'institution judiciaire. Et je crois que la présidente du tribunal que nous avons vu le 17 janvier, tout comme la jeune procureure sortie de l'école qui intervenait, ont compris qu'il y avait un très gros lézard, très gros lézard, dans le potage. Cinquième personne que nous poursuivons, l'agent judiciaire de l'État actuel, qui s'appelle Madame Laure Bédier, une énarque d'âge moyen, certainement tout à fait respectable, et pleine de bonnes intentions, et sans doute fondamentalement honnête, parce que bien élevée, sauf que, en tant qu'agent judiciaire de l'État, elle est parfaitement informée de ce dossier depuis 2017, puisqu'elle a pris son poste en 2017. Nous lui avons envoyé un dossier. Je me souviens lui avoir écrit pour la féliciter de sa nomination et lui soumettre le dossier Kabyle de manière un peu précise. Je n'ai pas connaissance qu'elle ait levé le petit doigt pour respecter l'article 40 dont on parlait à l'instant, qui fait donc obligation à tout fonctionnaire de dénoncer un crime dont il a connaissance. Et je n'ai pas connaissance non plus qu'elle ait levé le petit doigt pour enquêter, savoir ce qui s'était passé et constater la réalité des dysfonctionnements judiciaires, puisque depuis 20 ans, tout cela est passé complètement à l'as, alors que les informations ont été mises sur la table et entre les mains des différents acteurs de l'institution judiciaire depuis très longtemps. Et donc, là encore, nous avons un fonctionnaire qui n'a pas dénoncé un crime dont il avait connaissance et qui, non seulement ne l'a pas dénoncé, mais a tout fait pour maintenir l'omerta, puisque toutes les conclusions de l'agent judiciaire de l'État depuis 2014, depuis que nous avons ouvert le dossier, et les plus récentes en juin dernier, en septembre dernier, ont consisté à dire prescription, prescription, circuler, il n'y a rien à voir, tout est normal, et M. Thierry Kabyle est fou. Et Cotten manipule M. Thierry Kabyle et l'a mis sous emprise psychologique pour le rendre encore plus fou qu'il n'est naturellement. Moi aussi, je suis fou, que tout le monde se rassure. Donc nous avons là un très joli plateau de 5 prévenus qui vont devoir venir devant le tribunal correctionnel à un moment ou à un autre. Parce que la non-dénonciation de crime, c'est beaucoup plus que 2 ans d'emprisonnement. Surtout que derrière, on a un crime de faux. C'est la non-dénonciation d'un crime de faux. Et donc, il va falloir qu'ils viennent. Ou alors, ils vont avoir un passe-droit pour ne pas être là. Et être simplement représentés par des avocats. Mais ça va être délicat quand même à manipuler par le tribunal. Et donc, nous allons avoir 5 prévenus. Il va falloir que chacun s'explique pour sa part de responsabilité. Et puis, il va falloir que quelqu'un, quelque part, un jour ou l'autre, nous dise où est le cercueil. Moi, je veux le voir, le cercueil d'enterrement. Je veux le voir. Je veux savoir où il est. Je veux savoir où il est passé. Parce que dans le cercueil qui a été extrait au mois de juin, c'était pas le cadavre de Madame Kabyle. Enfin, peut-être des morceaux. C'était de la bouillie de cadavre avec du sang frais et une cage thoracique d'enfant. Répétons depuis 3 ans. Non, on ne peut même pas dire peut-être. Il n'y a même pas l'ombre d'un doute sur le contenu. Ça n'était pas celui de notre moment. Déjà, l'aspect, quand on voit du sang rouge, sanguinolent, n'importe quel imbécile peut comprendre. Déjà, quand on met un corps avec du sang dans une partie réfrigérée, le sang noircit naturellement, il s'oxyde. Donc quand on le voit rouge vif comme ça, c'est qu'il est récent, il est tout frais. Et puis 2 ans et demi après, on ne peut pas avoir du sang. On ne peut pas avoir du sang. Donc c'est là où on voit le ridicule, en tout cas, de ce système qui veut absolument couvrir coûte que coûte, en tout cas, un réseau mafieux. Et moi, je pense aujourd'hui qu'on arrive dans une phase extrêmement grave, parce que il y a de plus en plus, et je pense que la situation est grave pour la simple et bonne raison, c'est qu'on assiste à des manifestations, à des grèves de plus en plus soutenues par des hôpitaux, du corps médical, et qui dénoncent la qualité des soins, et qui est vraiment entachée par le manque de moyens de plus en plus sévère dans les hôpitaux. Et comme je le dis, et je le redis encore une fois,
c'est ni plus ni moins qu'une organisation, c'est un planning. Tout ça, c'est planifié, c'est orchestré, c'est voulu. On fait en sorte que les hôpitaux aient de moins en moins de moyens, parce que s'ils ont moins de moyens, qu'est-ce qui va se passer? Moins de formation, moins de moyens, moins de matériaux, il y aura de plus en plus de gens qui vont mourir. Et c'est ce qui se passe en Guadeloupe, parce que là, vraiment, le cri d'alarme, la sonnette d'alarme a été tirée. La sonnette d'alarme a été tirée à Gonesse par le personnel lui-même. Et j'invite même les gens à regarder. Il y a tout ça là, c'est issu d'un blog sur Gonesse. Et quand on lit le contenu, mais c'est effarant. Moi j'ai lu des personnes qui disent si vous voulez mourir, allez à Gonesse. Ils ont même cité le nom d'un médecin qui pratiquement tue tous ses patients. Le nom est cité dedans, mais j'ai pas vu de plainte derrière de diffamation. Il y a des personnes qui disent enfin, je vous invite à lire ça. Service marché, maternité. C'est quoi? C'est écrit par les employés de l'hôpital? C'est quoi? Non, c'est un blog. C'est un blog. C'est des gens qui ont séjourné là-bas et qui donc des témoignages, quoi. Des témoignages. Il y en a plein d'ailleurs. Tu vas pas celui-là parce que celui-là, mais tu en as plein là sur le dos comme ça. Tu peux les lire. Tu verras. Il y en a un paquet. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, l'hôpital est en danger. Le niveau de la santé de chaque citoyen est grandement menacé. Et on ne peut pas rentrer dans un hôpital public pour quelque chose de bénin et ressortir les deux pieds devant. Ça, c'est pas possible. Ça ne va pas avec l'évolution. Aujourd'hui, on a de plus en plus de connaissances dans le médical et on ne comprend pas qu'avec de plus en plus de connaissances, sur des maladies bénignes, on s'en sort pas. Ça ne colle pas ensemble. Donc c'est qu'il y a un malaise, mais à côté de ça, n'oubliez pas qu'il y a cette loi Touraine qui aujourd'hui dit que tous nos corps, tous nos cadavres, tous leurs corps leur appartiennent. Donc du coup, on a tout intérêt donc, à faire en sorte qu'il y ait plus de personnes qui meurent pour récupérer les corps. Parce que si les gens sont en bonne santé et meurent de plus en plus tard et vieillissants, ça ne les arrange pas. Donc c'est pour ça que je dis vraiment, il faut comprendre que le dossier, ce que nous dénonçons à travers l'affaire Iliane Kavil, c'est une affaire qui nous touche tous à plusieurs niveaux. Elle nous touche par le biais de la santé, elle nous touche par ces faux en écriture publique avec les actes d'état civil, parce qu'on voit que ça rejoint l'affaire Benalla, mais à travers ça, on voit qu'on manipule également des héritages, et ça c'est le cas d'une femme à Bordeaux. On manipule également donc d'autres dossiers donc un peu plus graves à travers les livrets de famille, où on se sert donc d'un livret qui serait faux, avec des états civils qui seraient faux, pour faire circuler des enfants, voyer des enfants, enfin des trucs dingues, tout ça pour pouvoir alimenter des réseaux, voilà, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mais des choses extrêmement sordides. Voilà, voilà ma conclusion en tout cas. D'accord. Et toi aussi, Christian, conclusion? Oui, je pense on a déjà dit beaucoup de choses. En deux mots, je crois que le dossier des dysfonctionnements judiciaires, j'emploie un terme doux pour parler un euphémisme, le dossier des dysfonctionnements judiciaires mériterait amplement une très grande attention de tous les gilets jaunes qui descendent dans la rue aujourd'hui pour revendiquer un plus haut niveau de démocratie et un meilleur niveau de vie. Je crois que les gilets jaunes feraient bien de s'intéresser de très très près à la problématique judiciaire, parce que le monde judiciaire aujourd'hui est profondément malade. Profondément malade. Nous en avons des exemples tous les jours lorsque l'on sait un peu regarder l'actualité. Il est profondément malade du côté des tutelles de personnes âgées. Il est profondément malade du côté des placements abusifs d'enfants. C'est un sujet sur lequel j'aimerais que nous ayons l'occasion de nous reparler, parce que je suis submergé de hurlements, de souffrance et de douleur, essentiellement de femmes, quelques hommes, un peu moins souvent, à qui l'on enlève les enfants sans aucun motif sérieux. Ce matin ou hier soir, une nouvelle, une actualité banale, un fait divers, une femme se suicide.
parce qu'elle ne peut pas voir ses filles. Une autre, deux autres que nous connaissons bien, Thierry et moi, qui pendant 3 semaines font la grève de la faim, place du Palais Bourbon, pour tenter d'alerter les autorités. Alors oui, un secrétaire d'État a été nommé sur la problématique de l'aide sociale à l'enfance, sauf que pour l'instant, je ne l'ai pas encore entendu parler des placements abusifs. Une bonne partie de la problématique de la protection de l'enfance, c'est le fait très simple qui a été avoué déjà depuis plusieurs années par M. Nave, inspecteur général de la santé à l'époque, qui expliquait que, en gros, la moitié des placements d'enfants, c'est-à-dire plus de 150 000 enfants en France, ce qui quand même commence à faire beaucoup, la moitié de ces placements ne sont pas réellement justifiés. Et on le comprend lorsque l'on analyse le fonctionnement du système, tout simplement parce que les gens qui décident des placements, c'est-à-dire les prétendus pseudo-éducateurs et prétendus pseudo-experts dans ce domaine, sont ceux qui ont un intérêt financier au placement. Et là, on est sur un point de... J'aime pas le terme de scandale, mais on est sur un point de problème majeur de fonctionnement entre les services sociaux et l'institution judiciaire, les deux étant complices pour fabriquer des enfants bons à placer. Oui, mais c'est une problématique que j'ai déjà Et là, regardée, cette problématique de l'abus des tutelles, dont j'entends parler tous les jours, cette problématique des placements abusifs des enfants, dont j'entends parler tous les jours, rejoint la problématique de Thierry que nous évoquons depuis des mois maintenant, qui est c'est un ensemble de pathologies qui mériterait une analyse détaillée pour comprendre comment ça fonctionne. Je pourrais interviewer quelques personnes compétentes là-dessus. Nous sommes vraiment au cœur de la pathologie très lourde de l'institution judiciaire française, par rapport à laquelle je ne vois pas d'autre solution que de prendre un grand coup de gomme. C'est-à-dire qu'on doit radicalement, non pas réformer, mais créer une rupture radicale dans le fonctionnement de l'institution judiciaire. Les Gilets jaunes réclament la démission du gouvernement, les Gilets jaunes réclament la démission de Macron, etc., un référendum, tout ça, très bien. Mais il faut qu'ils rajoutent une restructuration radicale du fonctionnement de l'institution judiciaire, qui est en grande dépendance par rapport au pouvoir politique, et qui est en grande dépendance par rapport à toute une culture radicalement malsaine qui consiste à aller piller les héritages des personnes âgées en les mettant sous tutelle et en les empêchant d'utiliser normalement leurs biens et leurs revenus, système qui d'un autre côté place à l'appel des enfants qui seraient, dans un cas sur deux, selon des chiffres officiels, parfaitement mieux dans leur famille, soit le père, soit la mère, peu importe ce point-là, alors qu'ils se retrouvent placés. Combien de SDF sont d'anciens enfants placés? Combien? Beaucoup. Bon, je m'arrête là. Merci, grand merci à toi. Ça marche, merci à vous deux. Merci. En tout cas, voilà, juste te dire, c'est vrai qu'on te remercie énormément, pas pour à chaque fois ces invitations, et puis le souci que tu as, en tout cas, d'informer les gens sur ces faits d'actualité dont peu de journalistes ont le courage et le cran de nous inviter, parce que ce sont des sujets où il y a vraiment une véritable omerta, une volonté vraiment d'amener un silence complet sur ces sujets, qui sont effectivement tout ce qui touche le trafic d'organes, le trafic d'enfants, le placement abusif d'enfants, ces enfants qu'on place, moi je pense, pour alimenter des réseaux pédophiles derrière, pour des expériences extrêmement malsaines, et tout ça est orchestré comme ça, organisé sous nos yeux, et aujourd'hui il faut rompre ce silence, définitivement. Ouais.
Parfait, merci. Eh ben, de toute façon, vous retrouvez l'ensemble de toutes ces interviews sur mon compte YouTube. Comme ça, vous pourrez comprendre toute l'affaire dans ses détails. Et puis, je rappelle toujours le livre aussi disponible avec l'affaire expliquée dans tous ses détails pour ceux qui veulent continuer à suivre. Merci. Ciao, ciao.